on était à l'écoute du terrain, on faisait remonter à Paris les constats. Donc, on a fait changer les dispositifs décidés par Paris et ça redescendait en région assez vite. Ce qui fait que très rapidement, on a fait ce numéro de téléphone unique, on a fait un site unique et différents partenaires, les CCI, CMA, la région, l'État, donnaient de leur personnel qui, ensemble, c'était vraiment unique en France, répondaient aux questions et essayaient d'orienter. Et donc, ce collectif, il a eu lieu une première fois en mars-avril, une seconde fois au moment de la première reprise en juin, et puis on l'a relancé avec un numéro de téléphone unique en novembre. Et c'est vraiment symbolique, donc un numéro de téléphone unique, un site unique, et c'est vraiment symbolique de ce collectif que ensemble nous faisons ici autour de la table avec plein de gens, quelles que soient les personnes. Hein, et dans ces conférences téléphoniques, vous avez tant le MEDEF que les organisations syndicales, par exemple. Donc c'est vraiment tout le monde, les administrations, les entreprises, etc. C'est vraiment, vraiment tout le monde. Et je crois qu'il faut en être conscient parce que c'est notre force. Et c'est comme ça qu'on va répondre aux enjeux. Alors les enjeux, il y avait enjeux de protection des entreprises qui sont en difficulté. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de dépôts de bilan. On a fait moins 30% en nombre de dépôts de bilan l'année dernière. Mais cette vague, on se l'annonce tous les uns les autres depuis plusieurs mois. On sait que les trésoreries sont tendues et qu'un jour ou l'autre, ça va déferler, je pense que c'est le mot, déferlante, des entreprises qui vont déposer, des salariés qui vont être mis au chômage, des chefs d'entreprise qui sont seuls face à eux-mêmes. Et vous savez que chez les agriculteurs, il y a un souci tous les 2 jours. On a mis en place des tas de cellules psychologiques pour soutenir les chefs d'entreprise. Voilà, protéger tout le monde autant qu'on peut. Et après ça, le deuxième mot qu'on a, c'est innover. Au fond, bien sûr, on a une transition numérique, bien sûr, on a une transition climatique qui sont impérieuses toutes deux. On a cette transformation sociétale depuis le début de l'année, on a bien vu, on change tous de mode de vie, de comportement, de disponibilité, etc. Les attentes de tout le monde changent. Et je pense que c'est une seule et même transition. Et que tout ce que l'on peut faire pour innover nous permet de rentrer dans le monde de demain. À titre personnel, je recommande beaucoup auprès du président Xavier Bertrand de former les dirigeants d'entreprise, mais aussi les former les patrons d'associations, de musées, de tout ce que l'on veut pour que tout le monde puisse s'adapter. Donc, protéger, innover. Le deuxième sujet, Elodie décrira les dispositifs qu'on a, mais on a beaucoup finalement, il y a le plan de relance de la France, il y a le plan de relance de la région, et en même temps, on débarque de l'Europe un fonds React-EU pour nous aider sur ces transitions de business model, et un fonds FTJ pour la transition climatique. Donc finalement, on a beaucoup d'argent qui débarque dans tous les sens, et le gros sujet de tout le monde, c'est de comprendre, et donc bravo pour cette réunion, comprendre ces différentes propositions et savoir comment y accéder. Et donc, on a tous un enjeu très fort, c'est de savoir capter cet argent. Je le dis de cette manière-là, alors que je suis plutôt un homme d'entreprise. J'avais un discours radicalement inverse il y a 4-5 ans, mais là, les circonstances sont différentes. Et donc, c'est de savoir capter, donc comprendre et savoir mettre à la portée de tout le monde les différents dispositifs. Ça, c'est un premier sujet. Et il faut le faire rapidement parce que les différents plans de l'État, de l'Europe, etc., sont séquencés sur 2 ans, 3 ans maximum. Donc, il faut aller vite. Et vous, en plus, ici présent dans cette conférence, vous êtes à la manœuvre, doublement, parce que vous pouvez renseigner les uns les autres sur ce qui existe, d'une part, et puis aussi, vous pouvez rendre possible les projets, ou vous pouvez les bloquer. C'est-à-dire que dans la juste mesure de la protection des choses, vous pouvez rendre possible les projets, vous pouvez surajouter des dispositifs, des obligations, etc. Et donc, il vous faut, et ça vous appartient, c'est votre métier, c'est votre droit le plus strict, mais il vous appartient aussi de faire en sorte que les choses puissent se passer dans un but de long terme et dans un but juste et rapidement. Voilà. Et chacun son métier, chacun sa responsabilité, chacun son prisme. Mais voilà les enjeux, protéger, innover, l'enjeu de comprendre l'ensemble de ces dispositifs, enjeu de capter et de rendre accessible cet argent à la disposition de toutes les entreprises, de tous les territoires. Et enfin, dernier enjeu, c'est l'enjeu de rendre possible les projets pour que, compte tenu des délais qui sont imposés, ils puissent y accéder. Voilà la brève introduction, mais je pense qu'elle met un peu dans
un peu en perspective l'objet de cette réunion. Je vous remercie sincèrement du temps que vous m'avez accordé pour m'écouter. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible et je vous rends la parole. Merci beaucoup à vous et très bon après-midi. Et encore une fois, on compte sur vous pour qu'ensemble on puisse réussir ces transitions. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, Monsieur Leclerc. Je vais laisser la parole à Madame Roard, du coup, qui va vous présenter les dispositifs. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Leclerc. Et pour faire écho à ces propos introductifs, donc déjà, voilà, comme vous l'avez précisé, je suis chargée de mission au sein de la direction de l'innovation et de la performance industrielle. Et donc, j'interviens sur 2 champs que sont notamment le programme Industrie du futur, mais également sur tout le volet territoire d'industrie. Et je vais partager la présentation. Hop, partager. Voilà. Alors, dites-moi si c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Et vous voyez le PowerPoint ou non? J'ai pas l'impression que... Si, on voit votre support, pas en plein écran, mais on voit. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de revenir sur et d'insister sur ce que disait Monsieur Leclerc au niveau du plan de relance. Il y a différents volets et on est tous réunis aujourd'hui pour les voir et notamment différents niveaux d'intervention. Et ça, c'est important pour les entreprises parce que la porte d'entrée n'est pas tout à fait la même parce qu'en effet, il y a un volet national dans le cadre de France Relance. Et donc là, la porte d'entrée, notamment la directe présentera le volet national et il y a un volet aussi régional. Et ça, c'est important de resituer parce que pour les entreprises, vu la multitude de dispositifs, la porte d'entrée n'est pas la même et même si on travaille main dans la main et qu'on essaye de coordonner au maximum, c'est toujours bien d'avoir et d'identifier quel est l'interlocuteur privilégié pour les différents niveaux d'intervention. Et je tiens à préciser aussi que, alors, on va voir plutôt l'avantage, c'est bien, il y a des dispositifs, il y a des fonds qui sont disponibles et on va essayer en effet de voir lesquels vous pouvez solliciter. L'objectif aujourd'hui n'est pas de balayer l'ensemble des dispositifs, ça ne serait pas possible, ça prendrait trop de temps, mais de faire des focus et de vous donner les clés d'entrée si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Donc, juste, je voulais repréciser en effet ce volet. Donc, il y a bien une compétence nationale, il y a bien un volet national du plan de relance. Il y a un volet ensuite régional parce que la région a la compétence de plein droit du développement économique. Et dans le cadre de la crise, il y a également eu les EPCI, donc les différentes collectivités qui sont venues aussi s'imbriquer dans ce plan de relance. Donc, vraiment, tout le monde va dans le même sens. Ça complexifie un peu la lecture, mais au moins, on a des outils à mettre à votre disposition et à la disposition des industriels. Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, au niveau du plan de relance régional et sur le volet industriel, hop, je vais passer ici. Le plan de relance, alors dès avril, comme le disait Monsieur Leclerc, une cellule s'est mise en place, il y a eu des actions et il y a un plan dès avril 2020 et le 30 juin 2020, un plan de relance de 1,3 milliard a été voté au niveau régional. Donc on l'a fait bien évidemment à l'échelle et avec un budget régional. Donc il est autour de 5 axes. Les 5 axes et les axes qui vont nous concerner aujourd'hui, ce sont l'axe notamment sauver les emplois en protégeant l'économie et l'industrie régionale et développer une économie plus durable. Sur ces 5 axes et les axes qui nous concernent, des outils ont été soit développés, soit mis en place, ou soit avec des enveloppes complémentaires, et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, alors, pour essayer de respecter le timing, parce que je sais qu'il est serré pour chaque intervention, je vous propose de tout de suite passer aux outils et dans le concret, en sachant que on a vraiment beaucoup d'outils et qu'on a souhaité coller vraiment aux différentes étapes de l'entreprise, aux différents besoins. Donc, au-delà du fait de gérer l'urgence avec du fonds de consolidation, des besoins en trésorerie, le volet État sur le PGE, il y a un pack, on peut dire un pack performance industrielle qui s'est mis en place dont je vais vous présenter 4 volets. Alors, quand on est une entreprise, il y a la partie amont,
c'est-à-dire quand on est en phase de réflexion sur le projet. Pour la région, ce volet, il a été important et a été mis en place une aide pour renforcer cet aspect de conseil à l'entreprise. C'est une dimension importante de réaliser, d'être accompagné sur les choix dans le cadre de ces projets. Ce volet conseil, il passe par notamment des diagnostics industrie du futur. Ces diagnostics industrie du futur, je vais vous les présenter tous de la même manière. C'est pour qui? C'est pour les PME et les ETI et les entreprises de taille intermédiaire jusqu'à 2000 personnes. Une PME, je reprécise, on est bien sur une entreprise aussi bien de 0 à 250 salariés. Donc, les toutes petites entreprises sont également concernées. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour financer du conseil sur un projet. Parce qu'en amont du projet, là, on est dans des phases de réorganisation, on est dans des phases de réflexion sur des investissements. Et donc, il est important aussi des fois de poser sa stratégie dans cette phase de rebond et de relance. Et donc, ça va permettre de financer du conseil. Par exemple, j'ai besoin de me réorganiser parce que, par exemple, j'ai changé de mode d'organisation, ne serait-ce que par la mise en place de télétravail. J'ai besoin de travailler sur l'optimisation de ma valeur ajoutée en faisant du lean. J'ai besoin de robotiser, d'augmenter ma compétitivité, mais j'ai besoin de conseils pour mettre en place ce projet. Voilà pourquoi faire. Combien? Ça va vous financer en subvention jusqu'à 8 000 €. C'est-à-dire, vous comptez à peu près 10 jours de conseil et on prend prise en charge de 80%. Ce dispositif, il est aussi, donc le budget a été doublé, notamment dans le cadre du plan de relance, et c'est un dispositif qu'on porte en collaboration avec l'État qui a également abondé ce fonds. Alors, une fois qu'on a fait cette partie conseil, il y a la phase investissement qui peut en découler ou pas nécessairement, qui est peut-être déjà amorcé et bien entamé. Dans ce cadre de l'investissement, un outil à la disposition des industriels, le Pass Performance Industrielle. Donc, investissement, c'est pour qui? De la même manière, c'est pour la petite et moyenne entreprise sur la partie subvention et en avance remboursable sur l'entreprise de taille intermédiaire. Ça finance, c'est pourquoi? C'est pour tout investissement de modernisation productive avec la notion de, je vais parler de saut technologique, mais c'est peut-être un peu trop abstrait, c'est voilà, en lien avec aussi l'industrie du futur, par exemple, achat d'une machine à commande numérique, robotisation, voilà, des investissements qui sont en lien avec le process industriel. Donc, on est vraiment sur du matériel et les investissements qui vont être associés à ce matériel, c'est-à-dire, par exemple, quand on achète une machine, il y a souvent du logiciel. Maintenant, les machines sont souvent à commande numérique, il y a souvent du logiciel installé, donc voilà, ça peut prendre en charge ça. Ça intervient combien? Ça intervient sur quel montant et sous quel type? On est aussi sur de la subvention. Alors, la subvention jusqu'à, parce que sans entrer trop dans les techniques, ça dépend bien évidemment de critères, la subvention donc jusqu'à 20% de vos investissements. D'accord? Donc, et comment vous pouvez avoir accès à ça? Vous avez un contact privilégié au sein du conseil régional qui est le chargé de mission territoriale, qui est là aussi pour vous accompagner dans vos projets de modernisation et d'investissement. Donc, voilà pour la partie investissement. Ensuite, il y a la partie innovation ou recherche et développement. Pour vous accompagner, un outil est accessible qui est notamment l'appel à projet collaboratif. Alors, de la même manière, c'est pour qui? C'est pour toutes les entreprises qui sont dans les Hauts-de-France, donc petites et moyennes entreprises, grandes entreprises. C'est pourquoi? C'est pour financer du projet collaboratif. Qu'est-ce qu'on entend par collaboratif? 2 entreprises qui vont travailler ensemble, mais aussi pour essayer de faire des liens avec la recherche institutionnelle.
Donc, c'est-à-dire de créer un projet ou de vous faire accompagner avec les nombreux labos qui sont dans la région, les nombreux centres techniques avec des expertises qui sont dans la région. Et donc, par exemple, en termes de projet, j'ai besoin de travailler sur la maintenance prédictive ou sur la maintenance de ma chaîne de production. On sait que ça a été une grosse problématique durant la crise Covid, cette notion de maintenance et de pouvoir maintenir les machines et qu'elles puissent continuer à produire. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi de travailler sur, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle en lien avec le process industriel. Ça peut être tout un projet d'automatisation sur une ligne de production. On est bien sur des projets plutôt tournés process que produits, je tiens à préciser. Comment on intervient? On intervient aussi en subvention dans le cadre de ce projet, jusqu'à 200 000 € si c'est un collectif d'entreprises, et on peut monter, ça a été voté dernièrement, jusqu'à 300 000 € s'il y a une association d'un centre technique ou d'un labo. On travaille en partenariat, bien évidemment, avec la direction de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui peut intervenir en finançant du post-doctorant sur le projet, embauché spécifiquement sur ce projet. Donc voilà sur la partie R&D. À cela s'ajoute le volet emploi. Le volet emploi, au-delà des dispositifs qui existent, voilà, par exemple, là, je pense à Ardan ou d'autres choses qui existent, il y a notamment ce volet jeunes diplômés qui passe par une aide sur l'embauche, ce qu'on appelle le volontariat territorial en entreprise, et donc qui permet de financer et d'obtenir une subvention de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune diplômé Bac+2 à Bac+5 en CDD, en contrat de plus d'1 an. Donc, soit CDD, soit CDI, soit alternant. Donc, pourquoi? Parce que ça permet vraiment de créer un binôme entreprise et jeunes dans le contexte actuel où les jeunes ont des difficultés à émerger sur le marché du travail, et donc de donner un coup de pouce financier à l'entreprise. Cette aide, elle vient, alors, pour donner plus de lisibilité, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a le volet national et le volet régional. Cette aide, elle est aussi déclinée au niveau national avec un VTE, et elle vient se complémenter, s'additionner à l'aide régionale. Voilà sur les quelques dispositifs, parce que le but n'est pas d'être exhaustif, ça ne serait pas possible, mais de vous présenter voilà un peu le pack qui est à votre disposition. Donc, je pense que j'aurais bien respecté le timing. Pour terminer, vous avez une adresse mail sur laquelle vous êtes après réorienté le plus rapidement possible sur le chargé de mission territoriale. Vous pouvez également, vous avez mes coordonnées, vous pouvez également me contacter pour que je vous donne les contacts, soit je répondrai directement à votre question, soit vous donner les contacts des chargés de mission territoriaux qui sont sur votre territoire. Et il y a également, donc je l'ai pas mis, mais le site de la région de France qui répertorie toutes les aides aussi en consolidation financière et tout ce qui est financement plus global de l'entreprise. Il y a eu un webinaire qui est accessible en replay où on pourra vous donner aussi le lien, qui faisait un panel très exhaustif des aides de financement du Conseil régional. Sachez qu'on a beaucoup d'outils et qu'on est à votre disposition pour vous accompagner sur cette période. Je pense que je suis dans le timing. Si jamais il y a des questions, je ne sais pas si on prend les questions tout de suite, Louise, ou si on les prend à la fin, ou je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Oui, non, il me semble qu'on a eu au moins une question. Et c'est ma collègue, du coup, Marlène Gamelin, qui va vous transmettre les questions après chaque intervention. Bonjour à tous. Donc, Marlène Gamelin, chargée de mission S3 Pays. On a eu une première question par rapport à votre intervention qui demandait si l'accompagnement de la modernisation prend aussi en charge la formation des salariés.
Alors, sur la partie formation, ça sera… non, ce n'est pas pris en charge. On est vraiment sur du matériel et de la machine. La prise en charge de la formation, il faudra… ça dépend du projet, mais ça passera par la direction de la formation professionnelle et ça dépend du contexte. Mais si l'entreprise a une question, je veux bien les coordonner, je l'orienterai avec plaisir vers mes collègues de la formation professionnelle. D'accord. Et on a une seconde question qui demande est-ce qu'on a un premier bilan de ces différents passes? Est-ce qu'on sait un peu combien il y a eu de demandes validées pour le moment? Alors, sur le pass performance industrielle, c'est un dispositif qui a été voté relativement récemment parce que ça a été voté en fin octobre dernier. Alors, pour savoir en termes de process, je pense que c'est important que les entreprises aient ça en tête parce qu'il peut y avoir parfois un décalage entre la temporalité du projet de l'entreprise et parfois la temporalité de la décision institutionnelle qui doit passer en commission permanente, d'accord? Donc, je tenais à le préciser aussi en termes de process, c'est important. Et là, à l'heure actuelle, on est sur déjà au moins une dizaine d'entreprises qui ont sollicité cette aide. Et du coup, le délai d'instruction, à peu près, ça représente combien de temps? Alors, le délai d'instruction, donc ça, c'est en lien direct avec le chargé de mission territorial. On est sur, je pense que Lorenzo est là aussi, on est sur, on va dire, 2 mois ça peut aller très vite en fonction des éléments de l'entreprise et de la complexité du dossier, mais l'instruction par le chargé de mission, ça peut prendre 1 mois et ensuite, ça doit passer en commission permanente. Donc ça dépend des délais institutionnels de passage en commission permanente. Est-ce que c'est clair par rapport à ma réponse? Oui. Je pense que oui. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a plus rien dans le chat pour le moment, donc c'est que la présentation a été claire. Parfait. Donc on va peut-être laisser la parole du coup aux intervenants suivants. Donc, c'est la directe qui intervient, Louise? Oui, c'est ça. Donc, on va laisser… Madame Ségard, si vous voulez. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, hop. Oui, c'est Cyril Gaillard à l'appareil. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Parfait. Monsieur le mesureur, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, Olivier Mesureur. Donc, je travaille au service économique de l'État en région, donc à la directe. Et voilà, je suis accompagné de ma collègue Annick Ségard. Oui, bonjour, je suis désolée, mais je n'ai pas de vidéo. La caméra ne fonctionne pas. Voilà, qui co-présentera avec moi cette partie. Alors, donc, nous, on va vous faire un point sur le plan de relance côté volet industriel au niveau national. Voilà, qui vient en complément en fait de l'aspect régional. Hop. Et tout d'abord, on va commencer par une présentation globale du programme France Relance que vous pourrez trouver sur le site internet, donc vous avez le lien juste en dessous, qui est précisé sur l'écran, pour vous montrer un peu l'architecture globale du plan. Alors, en fait, le programme France Relance, il est constitué d'une enveloppe globale pour le moment de 100 milliards d'euros, répartie en 3 volets, destinés à la fois aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux administrations. Et les 3 volets sont les suivants. Donc, un volet écologie, doté de 30 milliards d'euros. L'objectif, c'est d'accélérer la conversion écologique de l'économie française, notamment vers une transition vers une économie décarbonée. Un deuxième volet compétitivité, doté de 35 milliards d'euros, destiné à favoriser le développement d'activités à forte valeur ajoutée en France et à créer des emplois. Et enfin, un volet cohésion, doté de 35 milliards d'euros, pour éviter la hausse des inégalités en France. Et donc, ces mesures s'ajoutent à l'ensemble des dispositifs d'urgence qui ont pu être mis en place par l'État,
notamment les prêts garantis par l'État, le FDS, le Fonds de solidarité, le dispositif d'activité partielle. Tous ces dispositifs représentent plusieurs centaines de milliards d'euros qui ont été jusqu'ici dépensés par le gouvernement. Alors, on va vous présenter en fait sur ces 3 volets, on va se focaliser en fait sur le volet compétitivité et notamment les dispositifs qui concernent le secteur industriel. Alors, aujourd'hui, actuellement, il y a 2 appels à projets principaux pour l'aspect compétitivité des industries. Il y a un appel à projet national qui vise des secteurs dits stratégiques, que sont l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les intrants essentiels de l'industrie et la télécommunication 5G. Et un volet territorial qui concerne l'ensemble des secteurs industriels et dont le but qui est destiné aux investissements en dimension industrielle, quel que soit le secteur, susceptible de démarrer rapidement, ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire. Alors, je vais commencer par une présentation du volet national. Donc, je vous ai tout d'abord mis le lien vers le site de BPI France, qui reprend en fait cet appel à projet et l'ensemble des documents à remplir, à compléter, et puis le cahier des charges de l'appel à projet. Donc, comme je vous l'indiquais, il concerne des secteurs très fortement touchés par la crise et en pleine mutation technologique, alors, notamment l'aéronautique et l'automobile, avec des transitions technologiques très importantes en matière automobile vers l'écomobilité et puis vers l'aéronautique, par la diminution de l'impact carbone des avions. Et puis également des secteurs essentiels à la souveraineté industrielle du pays, que sont le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique et les intrants essentiels de l'industrie, chimie, matériaux, métaux, ainsi que la télécommunication 5G. Donc cet appel à projet est un concours qui suit un processus national avec l'implication à la fois des services déconcentrés en région, donc la directe, qui prend également l'avis du conseil régional sur les dossiers, le niveau ministériel, donc avec le ministère de l'Industrie, et puis également l'implication forte de BPI France pour l'instruction technique des dossiers. Alors, au niveau des subventions publiques possibles, le taux nominal d'intervention est de 50% sur l'enveloppe présentée, avec un plafond de 800 000 € par entreprise au sens groupe. Et ce plafond peut être dépassé en utilisant éventuellement d'autres régimes européens d'aide d'État, comme le régime dit AFR, donc d'aide à finalité régionale, d'investissement des PME, de RDI, donc recherche, développement, innovation, ou encore d'efficacité énergétique et environnementale. Donc là, c'est à voir au cas par cas en fonction des dossiers. Alors, au niveau des types de projets attendus et du calendrier, pour les secteurs aéronautique, automobile et nucléaire, donc les projets ciblés ont pour objectif de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de la filière. Et le montant minimum des investissements est de 200 000 €, peut-être de 200 000 €. Et pour les industries de la santé, l'industrie agroalimentaire, l'industrie électronique, les intrants essentiels de l'industrie, l'objectif est différent. Là, l'objectif est de diminuer le degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs en France et Europe. Donc, on retrouve le côté souveraineté. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà déposer vos dossiers. Il y a une première relève des dossiers le 26 janvier. Il y aura une prochaine relève des dossiers le 31 mars et une dernière relève des dossiers le 1er juin. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cet appel à projet national et puis candidater, j'ai listé l'ensemble des éléments importants à lire. Donc, le cahier des charges, la fois aux questions, le dossier de candidature et le guide de dépôt en ligne de la demande sur l'extranet BPI France. Et puis, pour vous renseigner, et puis si vous souhaitez, pour tout renseignement, si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas à me contacter. Donc, j'ai indiqué mon adresse mail. Et puis, en fonction du secteur industriel auquel vous appartenez,
vous pouvez obtenir des aides et des conseils possibles pour la rédaction de votre dossier, donc auprès de la Directe, mais auprès aussi de l'ensemble de l'écosystème régional, formé notamment par le cluster Altitude pour l'industrie aéronautique, l'ARIA pour l'automobile, Agrosphère pour l'agroalimentaire, Cap Industrie pour l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire ou les métaux, les pôles de compétitivité, l'UIMM, les CCI, etc. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Annick pour l'appel à projet territorial. Oui, merci. Donc, l'appel à projet territorial, donc, c'est une enveloppe nationale avec une décision à la fois État et région. Donc, ça concerne des investissements à dimension industrielle, susceptibles de démarrer rapidement, ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire. On retrouve le principe un peu sur tous les appels à projets, c'est démarrer rapidement c'est 2021-2022. Il peut s'agir de création de sites industriels, d'extension, de modernisation d'outils productifs, de plateaux techniques de formation professionnelle ou encore de plateformes de services aux industriels. Et les projets peuvent être de nature individuelle ou collective. Dans le cas où le projet réunit plusieurs partenaires, seul le porteur du projet bénéficie de la subvention. Dans les lauréats, on a par exemple une école de production dans l'Oise. Ça fait partie de ces projets collectifs. Le porteur du projet peut être une entreprise, une association, un groupement d'employeurs ou un établissement de formation. Il n'y a aucune condition sur la taille de l'entreprise. Donc, on va de la TPE au groupe. Donc, c'est quand même un appel à projet qui est très, très vaste. Donc, il s'agit d'un concours qui suit un processus régionalisé. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a un avis État-région pour sélectionner les projets qui vont être accompagnés. Et tous les territoires sont éligibles avec une priorité sur les projets qui sont sur un territoire d'industrie. Il y a des labels territoires d'industrie. Donc ça, vous avez la carte disponible hein, sur Internet, où vous nous posez la question, on vous dira si vous êtes sur ces secteurs-là. Le montant minimal des dépenses est de 200 000 €. Et les subventions publiques possibles, c'est surtout… Alors, les projets… pour être transparent, on note en fait les projets en fonction des créations d'emplois, du montant d'investissement, d'impact territorial, l'aspect solidarité, transition écologique, si l'entreprise a été plus ou moins impactée par la crise du Covid. Et c'est ce qui permet de noter tous les dossiers de la même façon et de pouvoir sélectionner de la façon la plus équitable possible. On peut utiliser le cadre du régime temporaire pour le soutien aux entreprises, ainsi qu'exceptionnellement, si le projet présenté le permet, des aides à la recherche-développement, la finalité régionale, au PME ou encore à la protection de l'environnement. Alors ça, c'est technique dans le sens où c'est transparent pour l'entreprise. Ça veut dire que la subvention, on choisit un régime d'aide pour respecter la réglementation européenne. Mais l'entreprise n'a pas à préciser sur quel dispositif elle postule. Ce n'est pas l'entreprise qui choisit le régime. C'est bien lors de l'instruction du dossier que ce choix sera fait. Il y avait une question sur le cumul des aides. Typiquement, si une entreprise est accompagnée à la fois par la région et à la fois par l'État, par exemple dans ce cadre-là, c'est l'État et la région qui vont regarder sur quel régime d'aide l'entreprise peut être accompagnée pour respecter la réglementation. Donc, pour déposer le dossier, c'est sur une plateforme BPI, parce que BPI intervient pour l'instruction juridique, administrative et financière du dossier. Le dossier est étudié par l'État et la région et est instruit par BPI. Et après, la décision se fait au niveau de État-région. Donc, les contacts, vous avez les contacts. Donc, Élodie qui est intervenue tout à l'heure est le contact au niveau de la région. Donc, on travaille ensemble sur l'ensemble des dossiers. Donc, on parle bien, par rapport à ce qu'on faisait dans les présentations précédentes, on parle de concours. Pourquoi on parle de concours? Parce que le plan de relance est victime de son succès. Pour vous donner une idée, sur les Hauts-de-France, il y a 230 dossiers qui ont été déposés. Donc, on sait que les 230 dossiers, même si les projets sont très bons, vont être accompagnés, il y a forcément une sélection. Et c'est toujours très frustrant parce que, forcément, pour l'entreprise, c'est toujours le meilleur projet.
Et c'est pour ça que maintenant, on parle de concours. Alors, en complément, ces 2 appels à projets, il y a un guichet qui en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur. Actuellement, ce guichet est fermé. Il a été ouvert en novembre et en décembre 2020. Et là, par contre, c'est bien un guichet, ce n'était pas un concours. C'est-à-dire que si les investissements en machines ou en logiciels étaient éligibles à l'aide, l'aide est automatiquement attribuée. Il y a un peu de retard dans le traitement des dossiers, un retard, si on peut dire. Ils s'attendaient à environ 500 dossiers, ils en ont reçu 7500 au niveau national. Donc, pour les entreprises qui ont déposé, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une réponse. Par contre, nous, on ne pourra pas vous indiquer si… Enfin, c'est l'ASP qui gère, ce n'est pas l'État, c'est pas la directe. Donc, on pourra difficilement vous dire où en est votre dossier. Mais ça va arriver. Et ce guichet devrait réouvrir en 2021. Par contre, on ne connaît pas encore les modalités. Et puis après, vous avez aussi un guide sur le site entreprise.gouv.fr qui est destiné aux PME, TPE et qui reprend toutes les dispositions qui sont pour vous accompagner. Et aussi le calendrier global des appels à projets qui sont sur le site du ministère économie.gouv.fr. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un projet, il faut définir votre projet et après, aller voir comment vous pouvez le financer, comment vous pouvez être accompagné. Ce n'est pas à quoi j'ai droit et je fais un projet, c'est plutôt l'inverse. En fonction de votre projet, on va pouvoir vous dire, ben là, vous avez plus de chances d'être accompagné, par exemple, par la région ou alors sur un appel à projet national, comme dont a parlé Olivier, ou sur l'appel à projet territorial, ou sur un appel à projet ADEME. Donc, il faut bien définir votre projet avant de voir comment vous pouvez le financer. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a des petites questions qui sont arrivées sur le chat. On nous demande si le dossier doit être déposé avant l'instruction des dossiers ou il peut être déposé après que l'industriel ait obtenu ses autorisations. On parle de quelle instruction? J'imagine que, par exemple, si c'est un projet de développement de l'industriel, est-ce que s'il a déjà obtenu, par exemple, ses autorisations oui, en installation classée, par exemple, ou permis de construire. Oui. Ouais. Alors, le principe, c'est que la demande doit systématiquement être déposée avant l'engagement des dépenses. Après, donc, ça peut être avant d'avoir aussi l'autorisation d'exploiter. Et après, au moment de l'instruction, on pourra mettre des clauses du style la subvention sera versée que si l'autorisation d'exploiter est obtenue. Ça peut se faire. Mais le principe, ne signez pas de devis avant d'avoir déposé votre dossier parce que ces investissements-là ne pourront pas être pris en compte, ne pourront pas être accompagnés. Par contre, une fois que le dossier est déposé, vous recevez un message qui vous dit qu'à partir de la date du dépôt, vous pouvez engager des dépenses. Donc là, ça, c'est le choix de l'entreprise de commencer à investir, si elle a la possibilité de le faire. Et puis, les subventions viendront. Comme il n'y a pas de certitude sur la subvention, donc si la subvention arrive, soit ils pourront aller plus loin, soit ça leur servira pour leur trésorerie. Par contre, si une entreprise n'a pas les moyens de commencer de financer complètement ses investissements, il est plus prudent d'attendre. D'accord. Et la deuxième petite question, c'était est-ce qu'il y a eu d'autres appels à projets, entre guillemets, victimes de leur succès qui sont passés en mode concours? C'est pas que… En fait, vas-y, Olivier. Ouais, en fait, dès qu'on parle d'appel à projet, c'est un concours. C'est un concours, en fait. Oui. On parlait, par exemple, tout à l'heure, je parlais tout à l'heure des appels à projets nationaux aéronautiques et automobiles, par exemple. Donc, il y a déjà eu un premier appel à projet en 2020. Il faut savoir qu'au niveau national, en aéronautique, il y a eu environ 40% des projets déposés qui ont été retenus. Et au niveau automobile, environ la moitié. Alors en région, on a eu des meilleurs scores que le niveau national, globalement. Mais voilà, donc
il y a un côté compétitif et effectivement, dès que c'est un appel à projet, effectivement, tous les dossiers ne peuvent pas être retenus, ne sont pas retenus, contrairement au guichet. Et du coup, est-ce qu'un projet peut prétendre à des subventions au titre d'un appel à projet écologique et un autre au titre d'un appel à projet compétitivité? Est-ce que c'est complémentaire ou… C'est une entreprise qui peut avoir des aides différentes, mais pas le même projet. D'accord. Donc, et alors, après, comme vous êtes, enfin, je pense que les entreprises en sont conscientes et comme ça a été expliqué, c'est un concours. On regarde aussi, enfin, on se parle, il y a quand même un réseau. On se dit que si une entreprise, même si ce n'est pas sur le même projet, a un accompagnement significatif sur un autre dispositif, on va peut-être aller accompagner une entreprise qui ne peut pas bénéficier de certains dispositifs ou qui n'a encore rien eu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on rentre dans les critères qu'on a forcément, quoi. Il y a quand même une réflexion. Typiquement, si les dossiers sont étudiés État-région, il y a une raison, quoi. C'est qu'on essaye d'accompagner le maximum d'entreprises. D'accord. Merci pour tout. Je pense qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Je n'ai plus de questions pour le moment. Donc, on va pouvoir laisser la parole au prochain intervenant. Et surtout, ouais, donc, si une entreprise se pose des questions sur qui est un peu perdu, qui a un projet, qui est un peu perdu sur son orientation vers un appel à projet ou un guichet ou autre, il faut vraiment prendre contact, que ce soit avec la région ou avec la directe. Vous avez nos coordonnées et puis on vous orientera on regardera et puis on vous orientera vers le bon appel à projet ou le bon guichet. Très bien, merci Monsieur Mesureur et Madame Segar pour votre intervention en tout cas. Oui, on va laisser la parole. Du coup, c'est le moment des retours d'expérience. On va laisser la parole à Monsieur Pierson. Peut-être arrêter. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, mon nom est Vincent Pierson. Je connais certains des intervenants ici. Je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'analyse de notre dossier à l'époque et pour l'octroi de la subvention dans le cadre du plan de relance. Alors voilà, moi je vais faire une petite présentation rapide sur la société, expliquer qui je suis, d'où je viens et pourquoi est-ce qu'on a fait appel à ce plan de relance. Et alors je serai disponible pour des questions par la suite. Donc je vais essayer de vous partager mon écran. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Voilà, donc peut-être rapidement, donc, je suis le propriétaire et le directeur général de la société Nidaplast. Nidaplast est une société qui est installée à Tian. On est une société qui existe depuis 35 ans et qui appartenait à un groupe industriel qui s'appelle Etex. Etex travaille d'ailleurs en coactivité avec nous sur le site actuel. Et l'entreprise Etex, Eternit, pour ceux qui connaissent aussi sous le nom Eternit, a décidé de céder ses activités, l'activité Nidaplast, il y a quelques années. Et donc, moi, je l'ai personnellement racheté en janvier 2019. Je suis belge, personne n'est parfait. Et donc, j'ai racheté cette entreprise Nidaplast, qui était une entreprise, lors du rachat, qui était sérieusement déficitaire. Voilà, donc l'entreprise, rapidement, on a deux pôles d'activité, un pôle d'activité composite et un pôle d'activité environnement. En fait, ce que nous faisons, on fait de l'extrusion plastique, c'est-à-dire qu'on fabrique des panneaux sandwich structurants pour l'activité composite, par exemple, qu'on vend à des distributeurs ou des intégrateurs qui vont mettre ce qu'on appelle une âme dessus pour rendre ce panneau utilisable à leur utilisation. Et donc, on vend ça, par exemple, à des sociétés dans le transport pour qui mettent à l'arrière des camions, sur les parois des camions. On vend ça dans le secteur éolien, on vend ça dans le secteur du nautisme, parce que ça permet d'alléger les structures également. Donc, quand on construit des bateaux, on vend ça, par exemple, à des gens qui fabriquent des tables, on vend ça à des gens qui fabriquent des panneaux sandwich, etc. Et alors, on a une deuxième activité qui est l'activité environnement.
où vous avez des produits que vous connaissez peut-être. Ce sont des stabilisateurs de gravier qu'on voit dans les allées pour permettre au gravier de se stabiliser et surtout à l'eau de rentrer dans le sol de manière perméable. On fait également des parkings avec cela et on fait par exemple aussi une autre division, la troisième division, la deuxième division dans la partie environnement, on fait des remblais allégés et des systèmes de stockage d'eau pluviale. Donc en cas de forte pluie, eh bien, on permet à l'eau d'être tamponnée avant d'être soit récupérée, soit renvoyée dans les égouts. Donc, en fait, l'IDAPLAS, c'est l'inventeur du nid d'abeille en polypropylène au départ. On travaille avec un procédé d'extrusion et on est vraiment les précurseurs en France dans la conception et la fabrication de matériaux légers et résistants. Alors, malgré qu'on vende du plastique, on travaille vraiment sur 3 enjeux environnementaux majeurs. Le premier, c'est l'allègement des structures. Donc, je vous expliquais qu'on vendait pour la partie composite des produits très légers qui permettent de structurer les matériaux. On travaille sur la récupération et l'infiltration et la régulation des eaux pluviales qui est très d'actualité, et l'aménagement paysager qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Alors, quand j'ai repris l'entreprise en janvier 2019, voilà, je me suis retrouvé avec cette entreprise qui était sur un site industriel. Vous voyez un site industriel qui est partagé avec l'ancien actionnaire qui s'appelle Etex. Et sans aller dans les détails, vous voyez en vert la partie du site qui est utilisée par Etex et vous voyez en rouge la partie du site qui est utilisée par nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille dans un contexte qui est un contexte qui n'est pas optimal tant au niveau de l'atelier de fabrication. Je vais vous montrer 2-3 photos après. On a des machines un peu partout qui ont été installées avec le temps. Tant qu'au niveau logistique, vous voyez qu'on a des aires de stockage un petit peu partout et on partage notre activité avec la société Eternit Etex aujourd'hui, sans prendre en compte aussi le fait que Eternit, voilà, vous connaissez peut-être les solutions Eternit pour les ardoises sur les toits. Donc sur ce site, il y a eu pas mal de fabrication d'ardoises, on va dire comme ça, pour les toitures. Et vous savez sans doute que pas mal de ces ardoises, ou en tout cas la fabrication de ces ardoises, a créé quelques problèmes avec l'amiante, et donc il y a un petit peu d'amiante sur le site. Donc tout ça nous a amené à réfléchir au fait, quand on a repris l'entreprise, au fait qu'il était impératif pour nous de déménager pour aller sur un site plus approprié, d'une part, qui n'est pas pollué d'autre part, et que nous permet d'évoluer et de faire avancer l'entreprise d'autre part. Donc vous voyez qu'on a un site ici qui est assez industriel, avec voilà, des machines un petit peu partout qui n'ont peut-être pas été mises toujours au bon endroit et qui ont été installées au fil du temps. On a on a pas mal de robotisation, mais on a vraiment des machines un petit peu dans tous les sens. Donc on a nous décidé rapidement, après le rachat de la société, de se redéployer sur un autre site. On a cherché des sites dans le Valenciennois, de préférence à louer, parce qu'on cherchait à rester sur le site, en tout cas sur le Valenciennois, qui est une région qui nous tient à cœur. Et forcément, notre personnel vient de cette région aussi, donc on tenait à garder le personnel. Et donc, on a cherché un petit peu partout des bâtiments à relouer, et on n'a pas trouvé de bâtiments à louer. Et forcément, on n'a pas les moyens non plus, en tant que société privée, d'acheter un nouveau site et de reconstruire une usine de zéro. Donc, on a cherché pas mal de bâtiments à louer, on n'a pas trouvé. Et pour finir, on a trouvé un bâtiment industriel à Fresnes-sur-Escaut, à 20 km de chez nous, qui était à vendre, en tout cas pour la moitié du site. Vous voyez la moitié du site vers le haut en rouge. Elle était à vendre parce que la société Amondonte, qui était sur place, avait décidé de vendre la moitié du bâtiment. Et donc, on a décidé d'acheter ce bâtiment. Alors, pourquoi un site existant? Parce qu'on a besoin de beaucoup de foncier, de par le métier qu'on fait, parce qu'on vend beaucoup de... Voilà, 95% de ce que nous produisons est composé d'air, donc on a besoin de beaucoup de
surface de stockage et on vend principalement pendant la période des BTP. Donc, depuis lors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la société Armondonte a décidé de faire un PSE. Et donc, on a revu notre projet et repris l'entièreté du site dans lequel on espère déménager dans les mois. Donc, lorsque l'objectif de notre projet, quand on a repris l'entreprise, on avait plusieurs challenges. Le premier, c'est qu'il fallait accroître notre production pour devenir rentable. Le deuxième, c'est qu'il fallait robotiser et digitaliser un petit peu le site pour le rendre plus efficace. Et le troisième, c'est qu'on avait un plan et qu'on a toujours d'avoir un développement plus accru de la gamme de produits avec un accroissement de la valeur ajoutée en interne chez nous. Alors, notre premier objectif était, sans qu'il y ait d'ordre principal, d'ordre dans ce que je vais vous expliquer, était de relocaliser, de développer notre production sur le nouveau site. On a aujourd'hui, on avait et on a toujours le projet de développer notre gamme et développer des nouveaux produits. Donc, on avait besoin pour ça d'investir dans des nouvelles machines et on avait besoin pour ça de se déployer sur un nouveau site. Et sans aller dans les grands détails, la société a grandi de telle manière dans les dernières années, avant notre arrivée, qu'une partie de la production était sous-traitée dans d'autres pays. Et donc, une partie de la fabrication de certains produits est actuellement sous-traitée. Donc ça, c'était le premier projet qui était d'acheter des nouvelles machines pour développer notre gamme et pour rapatrier également une partie de la production qui est faite à l'étranger, sachant que cette activité-là est une des activités pour lesquelles nous avons la croissance la plus importante. Le deuxième projet que nous avons eu était dans cette phase. Donc, on voulait investir dans des nouveaux outils. On voulait également upgrader les outils de production actuels et forcément, comme je le disais, déménager vers un nouveau site pour améliorer les flux tant à l'intérieur de l'usine qu'au niveau logistique. Deuxième projet que nous avons était de robotiser et digitaliser le site. Vu le faible niveau d'investissement qu'il y avait eu les 30 dernières années, il était important de robotiser et de digitaliser le site. Et donc, on a un projet pour digitaliser les machines existantes, d'une part pour diminuer la pénibilité des tâches répétitives et d'autre part pour améliorer la productivité. Et dans ce cadre-là également, une fois que notre projet sera mené à bien, il y aura un certain nombre de robots et d'automatisation qui vont nécessiter la formation du personnel et d'autres choses que nous allons faire comme la modernisation de notre. La troisième phase dans notre plan stratégique est de développer de manière plus accrue la gamme de produits que nous distribuons pour augmenter la valeur ajoutée chez nous. Depuis l'acquisition de Daplast, donc l'objectif était clair, augmenter l'outil de production, développer la gamme, investir dans de nouveaux outils, déménager vers un nouveau site. Et on a depuis lors mis un montant là-dessus. On arrive à un budget d'à peu près 9,5 millions d'euros qui est réparti en 50% entre le volet industriel d'une part et le volet immobilier d'autre part. Alors, pour revenir au plan de relance, le projet au niveau de notre nouveau site était déjà en cours en 2020 et puis on a eu la crise du Covid qui est arrivée, on a une perte de chiffre d'affaires importante. On a malgré tout décidé de continuer le projet de déménagement, mais on avait remis en question toute une série d'investissements et on avait surtout remis en question le timing de l'achat de certaines machines. Est arrivé le plan de relance qui a été pour Daplast un déclencheur, en ce sens que pendant la crise du Covid, on a perdu 15% de notre chiffre d'affaires par rapport au budget qui était prévu. On était moins 10% inférieur à l'année précédente. Et il faut savoir que l'entreprise avait en 2018, quand on l'a racheté, une rentabilité négative, elle perdait 800 000 euros. Donc, on était en train de la restructurer, on était en train d'aller d'avoir le fruit de notre travail en 2020 quand le Covid est arrivé. Et puis, avec ce Covid, on s'est dit, oulala, on va peut-être revoir les choses. Et on était en plein questionnement. Et puis, le plan de relance est arrivé. C'était pour nous un déclencheur qui nous a permis de confirmer les investissements qu'on avait en partie décidé de postposer suite à la crise du Covid
et qui nous a dit, en fait, qui nous a fait prendre conscience aussi du fait que dans une situation de crise, eh bien, il faut peut-être essayer d'être plus téméraire et décider d'accélérer le développement de la gamme de produits qu'on avait décidé de lancer. Et donc, moi, j'ai eu quelques articles dans les journaux ces derniers mois et il y a une petite phrase que j'ai dite sans m'en rendre compte et je crois qu'elle est très correcte. Un entrepreneur doit être téméraire dans ses idées, mais prudent et réaliste dans sa gestion journalière. Et donc, le plan de relance nous a permis d'être téméraire dans nos idées et en sachant qu'on doit continuer à être extrêmement réaliste et prudent dans notre gestion journalière. Et on est une entreprise industrielle, moi je viens de ce secteur, et donc même quand on traverse une période extrêmement compliquée comme celle qu'on a traversée l'an dernier et qu'on continue à traverser début de cette année-ci, parce que en ce qui nous concerne, on a une augmentation également des prix des matières premières qui a flambé depuis 3 mois, de plus de 25%. Je crois qu'il faut regarder un projet industriel sur le long terme, même si on a des soucis à court terme. Mais donc, ce qui est important pour nous, c'est que quand ce plan de relance est arrivé, notre projet, comme disait Madame Segar tout à l'heure, il était déjà défini et clair. Éventuellement, certaines des étapes étaient remises en question, et tout ça était clair. Qui plus est, aucune des dépenses n'était engagée à ce moment-là. Et on a eu, je dirais, la chance que, voilà, moi je viens de Belgique, je ne connais pas grand monde dans la région, je ne connais pas la région, donc dans les premiers mois d'activité, j'ai rencontré la région, l'aglo, la directe, toute une série de personnes. Et donc, quand le plan de relance est arrivé, je connaissais déjà tous ces gens et ces gens, différents organismes, connaissaient déjà notre projet. Je dois dire que par rapport à la Belgique, je trouve voilà, la région extrêmement dynamique et efficace et on avait eu l'occasion de parler des projets bien avant. Et donc, si vous voulez, est arrivée la date du 4 septembre, si je me souviens bien, il y a une annonce du plan de relance. Et le 20 septembre, on était à une réunion avec différentes personnes au niveau de la région et on a appris en effet que ce plan de relance, pour lequel il avait déjà été annoncé qu'il y allait avoir des subventions qui allaient être données surtout pour la partie réindustrialisation, on a appris que le site allait s'ouvrir d'ici peu. Donc, moi, j'ai rencontré un consultant avec qui je me suis bien entendu, qui s'appelle Lévi Développement. Voilà, on a trouvé un accord entre nous le 20 septembre. Le site, pour lancer les dossiers, était ouvert, si je me souviens bien, le 23 décembre. Et comme notre projet était tout à fait mûr, clair, net et précis, on a pu déposer notre dossier sur une période de 2 jours parce qu'on avait déjà toutes les informations. À nouveau, on n'a pas cherché des dépenses pour justifier l'obtention d'une subvention. Non, on avait un plan d'investissement clair qui était défini avec des timings d'investissement qui, eux, n'étaient pas 100% clairs et des montants aussi qui variaient d'un mois à l'autre parce que les projets d'investissement ou les budgets qu'on recevait des différentes sociétés changeaient un petit peu avec le temps. Ceci étant dit, on a pu introduire un dossier rapidement, donc en 2 jours, le 26 septembre. On a eu pas mal d'allers-retours, questions-réponses au mois d'octobre. Ça a été très rapidement. Et au mois de novembre, on a eu la décision d'octroi qui a été confirmée. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que on avait aussi un projet, comme le disait M. Mesureur tout à l'heure, qui est un projet qui peut démarrer rapidement parce qu'il était clair, net, précis et il était mûr au moment de l'annonce du plan de relance. On a pu faire la rédaction du dossier très rapidement parce que le dossier était avancé et étudié. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas très bien comment il faut écrire ces choses, comment il faut s'y prendre. Et moi, j'ai trouvé une personne qui m'a aidé à le faire, avec qui ça s'est bien passé, qui était réactif. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça correspond à vos attentes, mais voilà. On a la chance d'être dans une région qui est dynamique, avec des acteurs qui sont dynamiques. Je crois qu'il y a aussi, on a aussi des gens dans la région qui sont très, très dynamiques par rapport à ce que je connais en Belgique. Et c'est vrai qu'ils nous ont donné le coup de pouce le moment venu. Au moment venu, peut-être on aurait pu un peu laisser tomber les bras et dire voilà, on remet ce projet à plus tard, on verra dans 2 ans. Mais le fait d'avoir eu cette contribution du plan
plan de relance nous a poussé dans la bonne direction. Ceci étant dit, on n'y est pas encore parce qu'on a introduit notre dossier ICPE le mois dernier. On a répondu aux questions la semaine dernière. Il faut encore que nous ayons les autorisations préalables pour pouvoir travailler sur ce site et nous établir sur ce site en les temps. Et il faut en plus encore qu'après, en fonction de ce qui va nous être demandé par l'ADREAL, on arrive à faire rentrer tout ça dans le budget, ce qu'on ne sait pas encore. Donc, on prend un certain nombre de risques, mais c'est ça la vie d'un entrepreneur. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a une petite question pour vous. On demande si votre projet est implanté sur un secteur sous label territoire d'industrie. Alors, en tout cas, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Donc, on est à Fresnes-sur-Escaut et donc la subvention qu'on a reçue dans le cadre du plan de relance national, Madame Segar, vous allez me dire si je me trompe, parce que je ne suis pas très bon là-dedans. Donc, c'est en effet la partie territoire industrie. Oui, vous êtes bien sur un territoire d'industrie. Tout à fait, j'allais confirmer aussi. Voilà. Oui, je préfère demander si je dis une bêtise. Non, mais on ne le sait pas. Oui, vous étiez vous êtes sur un territoire d'industrie. Et Nodouézic en précis. Voilà. Ça, c'est une information que quand l'entreprise dépose le dossier, elle n'a pas forcément cette information-là, c'est à nous de la trouver. Donc, c'est pas, voilà, il y a quand même des éléments où qui ne sont pas forcément faciles ou pas évidents à trouver, mais on s'en charge. Voilà, donc pour être honnête, quand moi j'ai relu ce plan de relance, après, je ne savais pas très bien où il fallait aller, ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Et voilà, j'ai introduit le dossier après, sans très bien savoir comment ça allait se passer. Et on a vraiment eu des réponses extrêmement rapidement. Et on avait la chance d'être dans les premiers, en effet, et donc d'avoir peut-être un niveau d'attention plus important. Alors, juste, ce n'est pas un niveau d'attention plus important, c'est que vous étiez dans les premiers et le dispositif faisait qu'il fallait aller très vite au départ. C'était une volonté forte du gouvernement. Et il y a des entreprises qui ont déposé à peu près dans les mêmes temps. Tout le monde n'a pas encore de réponse. On essaye de s'organiser pour que tout le monde ait une réponse assez rapidement, mais ce n'est pas forcément facile. Mais voilà, tout le monde aura une réponse. Mais je crois que clairement, on a un dossier qui était très mûr et très réfléchi, parce qu'on l'avait déjà réfléchi depuis un an et demi. Oui, tout à fait. Et ça peut être joué aussi dans la rédaction du dossier, dans la compréhension du dossier. À nouveau, je ne sais pas, mais je suppose que ça a joué aussi, parce qu'on avait déjà tout. On me pose une question sur le chat sur comment vous avez choisi le dispositif avant de déposer votre dossier. On vous a accompagné dans le choix ou c'est un accompagnement qui a été fait aussi par M. Villiers? C'est un accompagnement qui a été fait par M. Villiers, qui était avec moi, qui m'a dit, tiens, c'est ce dispositif-là. Pour être, comme je vous l'ai dit, moi je suis belge, je suis dans la région depuis 2 ans. C'était un peu paumé, entre guillemets. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Voilà. Alors, je vais juste en complément, M. Villiers, on l'a souvent au téléphone. C'est pour ça que votre dossier était déjà mûr. Le projet était mûr et c'est comme ça qu'on a pu poser aussi les bonnes questions pour orienter au mieux le projet. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut bien que l'entreprise ait quand même un projet mûr. C'est pas on va chercher de l'argent et j'établis un projet. C'est vraiment j'ai un projet et comment je peux aller chercher de l'aide. C'est pour ça que ça va plus vite quand c'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà, parce que pour être clair, dans notre cas, sans aller dans les détails des investissements, parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, parce que c'est un petit peu stratégique, nous, il y avait clairement une partie des investissements qu'on avait décidé de postposer à plus tard. Et que grâce au plan de relance, on n'a pas postposé et on a même avancé. D'accord. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on peut peut-être passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Merci à vous. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez toujours me contacter. J'ai une dernière petite question qui me demande si le montant total de l'investissement, ça représentait combien? Alors, l'investissement total, ce dans quoi notre investissement total pour notre projet total va tourner autour de 9,5 millions. D'accord, merci.
Et donc, on va laisser la parole à Monsieur Lecureux pour le deuxième retour d'expérience. Ok, donc bonjour à tous. Et je vous remercie également de me faire intervenir justement cette réunion. Alors après, c'est marrant en écoutant Monsieur Pierson, que je ne connais pas du tout, que je viens de découvrir. Moi, il s'est passé un petit peu la même chose. Je vais vous présenter ma société avant de commencer, mais mon projet était déjà bien en route avant d'avoir eu la chance de déposer un dossier sur le plan de relance. Et je pense que c'est ce qui m'a également, ça m'a aidé à mon avis à avoir un avis positif et à accompagner ce projet. Alors donc déjà moi j'ai 38 ans, j'ai repris la société il y a 5 ans, dans laquelle je suis arrivé en 2003 où j'étais au poste de commercial. Donc j'ai racheté la société. C'est une société qui s'appelle, donc c'est Antoine Korn. Donc je ne sais pas si j'ai pas préparé, ma collaboratrice a préparé un diapo et je pense que Mme Basquin, vous l'avez, non? Ou je ne sais pas si les gens le voient ou pas, un peu la présentation de l'entreprise, non? Non, c'est pas vous qui l'avez, non? Alors, si vous ne l'avez pas, je peux m'en charger. Ouais, j'avoue que je ne l'ai pas mis, je pensais que c'était vous qui allez la mettre. Donc si vous pouvez la mettre, ce sera plus simple pour moi. Donc en fait, l'entreprise, nous, on est constructeur de remorques agricoles. Donc on travaille on construit des machines agricoles. Donc en l'occurrence des remorques, beaucoup de remorques. Et sous le nom La Campagne, donc c'est des remorques rouges. Vous les voyez à mon avis dans les Hauts-de-France, on est pas mal implanté. Donc c'est des remorques, des épandeurs pour épandre du fumier, des plateaux à paille, etc. Donc on est en une cinquantaine de salariés. On est une cinquantaine de salariés, on fait environ 12 millions de chiffre d'affaires. Et donc là, depuis quelques temps, on a du mal à faire évoluer notre chiffre d'affaires parce qu'on se retrouve dans des bâtiments assez vétustes. Alors après, dans des bâtiments, justement, comme un petit peu M. Pierson, je suppose, des anciens bâtiments, donc des machines qu'on construit de plus en plus grosses, pardon. On a besoin aussi d'automatiser notre process parce que on a une grosse compétitivité, une grosse concurrence étrangère. Et donc, dans ces bâtiments, on a vraiment du mal à trouver du personnel parce que c'est des vieux bâtiments, il fait froid, on travaille de l'acier, c'est beaucoup des postes de soudeurs que l'on recherche chez nous. Donc vraiment du mal à trouver de la main-d'œuvre. Et clairement un manque de compétitivité depuis quelques temps parce que nos concurrents étrangers sont plus forts que nous, ils arrivent à produire pour moins cher. Et donc là, depuis quelques temps, on sous-traitait pas mal de choses à l'extérieur. Mais je suis certain et je crois vraiment à mon entreprise et à notre produit. Et je crois surtout aussi qu'on sera bien plus fort dans le temps de maîtriser à 100% notre process et de reprendre totalement la production chez nous dans les Hauts-de-France. Donc j'avais le projet soit en gros de partir un peu à l'étranger et puis de partir ailleurs ou tout simplement de réinvestir sur le site actuel et refaire un bâtiment de production pour être plus compétitif, trouver du personnel qui vont travailler dans les meilleures conditions et pouvoir aussi robotiser un petit peu notre entreprise pour être plus compétitif. Et donc c'est un projet que j'avais bien chiffré justement avant le Covid parce que ça faisait un an et demi que j'étais dessus. Et donc un projet d'environ 3,5 millions d'euros. Et le 15 mars, comme tout le monde, le Covid arrive. Donc là, on stoppe tout de suite un petit peu l'investissement parce qu'on me dit on va voir un peu comment ça va se passer. Donc là, bien sûr, perte de chiffre d'affaires. On a continué, on a réussi, nous, à maintenir l'activité parce que je n'ai pas voulu arrêter. Donc on a fait très attention à nos collaborateurs. On a réussi à continuer à travailler, mais j'ai eu beaucoup d'absents, beaucoup d'arrêts maladie, par peur, à mon avis, des gardes d'enfants, etc. Donc là, on a vraiment produit moins. On a été vachement embêtés aussi par les appros, parce que là, beaucoup de mes fournisseurs, eux, ont dû arrêter. Et donc là, on a stoppé. On avait toujours dans la tête de faire ce projet parce que de toute façon, pour pérenniser l'entreprise, il fallait le faire. Mais on a été quand même prudent. Et là, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé moi dans ce dossier,
c'est Gilles Lebihan, donc lui est chargé de projets de la région, et qui m'a dit, bah voilà Gauthier, là il y a, avec ce qui se passe, il y a un plan de relance qui se met en place, et donc il faudra déposer un petit peu ta demande justement sur un site internet, et un petit peu comme Monsieur Pierson, comme moi mon dossier était totalement monté, parce que bah, je vivais à 200% mon projet, je l'ai mis assez rapidement sur, peut-être pendant 2 jours, mais à mon avis, sous 8 jours, je pense que j'ai réussi à déposer ma demande d'accompagnement d'aide. Et je me suis dit, ben voilà, si on m'accompagne, au final, je le fais un petit peu comme vous, hein, mais encore une fois, Monsieur Pierson, si on ne m'accompagne pas, c'est clair que j'attendais pour le moment parce que bah, c'était compliqué, hein. Et là, j'ai eu des retours assez rapides, moi aussi, hein. Je pense que 3 semaines après, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, donc à la fois de la BPI, j'ai aussi le sous-préfet de la région de Montreuil qui m'a appelé, Monsieur Sanson, j'avais Madame Van Lerberg de la BPI qui m'avait appelé, et qui, voilà Fiona, et qui m'ont posé un petit peu des questions sur mon dossier, hein. Je pense que c'était tout à fait logique, hein, pour savoir un petit peu si tout était logique dans ce qu'on disait dans ce dossier. Et ensuite, environ, alors après, je n'ai plus trop de nouvelles, mais bon, tout le monde m'avait un petit peu rassuré, parce que bien sûr, je posais un peu des questions un peu aux intervenants que j'avais au téléphone, et puis après, j'ai le sous-préfet, je crois, qui m'a appelé pour me dire, bah voilà, vous avez votre projet été reçu, on va vous accompagner pour un montant de 500 000. Donc voilà, bah, c'est vrai que je parle aujourd'hui, mais je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que je pense que beaucoup de monde a déposé des dossiers. Donc c'est toujours même embêtant pour tous ceux qui n'ont pas la chance qu'on les accompagne, parce que je suis persuadé qu'il y a d'autres projets aussi qui sont très intéressants, comme les deux nôtres, hein. Et donc voilà, effectivement, j'ai eu une avance de 250 000 déjà, et les 250 000 restants, bien sûr, c'est sous présentation de facture, ce qui est tout à fait logique. Donc moi, bah, tout simplement, oui, les retombées territoriales, bah, c'est tout simplement, bah, c'est maintien d'un savoir-faire français, pérenniser la société. On est environ 50 salariés aujourd'hui, donc c'est bien sûr garder l'emploi. Bien sûr, on est toujours en train de chercher du monde, donc tous ceux qui veulent bosser chez nous, souvent s'ils veulent travailler, on les garde. Et après, robotiser aussi la société, parce que je suis persuadé que c'est en étant plus performant au niveau industriel qu'on sera encore là demain. Et puis après, le bien-être des salariés, comme j'ai expliqué, c'est vrai que travailler de la ferraille, quand il fait froid comme la semaine dernière, chez nous, il fait, voilà, je pense que des fois, il fait moins de 0 dans les ateliers. Et donc, c'est compliqué donc d'avoir un nouveau bâtiment isolé et chauffé et travailler en bonnes conditions. Ça sera toujours mieux pour le salarié. Et puis bien sûr, pour son travail. Donc voilà, j'ai été plus vite, j'ai pas préparé grand-chose, contrairement à M. Pierson, je m'en excuse. Je sais pas si j'ai répondu un petit peu à vos attentes, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez besoin. C'était très bien, merci. Du coup, j'arrête le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Monsieur Le Cureux. Pas de questions sur le chat pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas, même si il y a des questions qui arrivent. On me demande, c'était quel type d'appel à projet moi, c'était au départ un peu l'appel à projet. On m'a dit, tiens, ton dossier, pose-le sur ce site, mais je ne savais pas lequel, j'ai rien orienté. J'ai expliqué. L'appel à projet soutien industriel dans les territoires auxquels vous avez postulé. Voilà. Non, mais c'est bien celui-là. Voilà. C'est bien. Longtemps qu'on est deux, quand même, on est dans le même. Non, mais c'est ça. Quand je vous ai écouté, M. Pierson, c'était un petit peu pareil, hein. Moi, mon dossier était bien mûr parce que un peu comme vous, même si c'est un petit projet par rapport au vote, mais à mon avis grand pour d'autres petites sociétés. Mais voilà, c'était mûri, donc c'était déjà fait, tout était bien avancé.
Alors, j'avoue que j'étais avec ce qui s'est passé au 15 mars, là, j'étais quand même, j'ai ralenti totalement le projet. J'ai dit, on va pas être fou non plus, on va attendre un peu. Et je me suis dit, bon, bah, allez, s'il y a ça et si on nous accompagne, bah, on fonce parce que c'est l'opportunité à saisir également de nous aider et nous accompagner, quoi. Donc ça rejoint exactement un petit peu quand je vous ai écouté, c'est un peu la même façon que ça s'est passé. Hein. Exact. Mais après, c'est vrai que dans moi, depuis 5 ans que j'ai repris la société et avec mon ancien patron avec lequel je bossais main dans la main, c'est vrai qu'on n'avait jamais sollicité de différentes subventions. Alors c'est vrai que c'était peut-être lui plus à l'ancienne que lui me disait, oh, des subventions, on n'attend pas après ça, t'occupes pas de ça, avance, t'occupes pas des subventions, t'auras jamais rien. Et moi, en étant plus jeune, en écoutant un peu plus un petit peu là, des différents intervenants, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y en a qui en ont, pourquoi pas nous. Et c'est vrai que j'ai fait venir un petit peu des gens un petit peu comme vous qui m'ont dit ce qu'il y avait, hein, que je connaissais pas, l'industrie du futur, tous ces projets-là. Et c'est grâce à ces gens-là qui sont venus aussi me voir et à un moment donné qui m'ont dit, bah, voilà, là, il y a cette solution. Ton projet, il tient la route. C'est des projets comme ça que peut-être que l'on va accompagner. Et donc voilà, donc je pense que c'est bien aussi de se servir de tout ce qu'on peut avoir, hein, dans les Hauts-de-France et au niveau national, d'écouter ces intervenants et puis voilà, d'être conseillé, quoi. On me demande s'il y a des contreparties particulières à ces subventions, comme un maintien de l'emploi, par exemple. Vous voulez la poser à moi, la question? Oui. Après, moi, le maintien de l'emploi, oui, bien sûr. De toute façon, si on veut être encore là demain, il faut accroître notre chiffre d'affaires. Et donc, garder l'emploi, oui, bien sûr, un minimum. Après, de pouvoir embaucher. Alors moi, je sais que dans mon dossier, je n'ai pas axé vraiment sur l'embauche, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver du monde, donc je n'ai pas vraiment axé mon dossier comme ça. Mais bon, de toute façon, je sais, oui, s'il y a du monde qui vient chez nous et qu'on peut les embaucher, il n'y a pas de souci, hein. Pas de problème. Donc, je n'ai pas axé mon dossier là-dessus. Je vais répondre. En fait, les compensations, c'est dans la convention qui est signée entre BPI, que la convention, après, quand il y a eu l'accord de la subvention, il y a une convention qui est signée entre BPI et l'entreprise. Et c'est plus les investissements qui vont être vérifiés. Par contre, après, l'État ne s'empêche pas d'aller voir l'entreprise et de voir comment se déroule le projet. Mais contrairement à, par exemple, une entreprise qui a eu une prime d'aménagement du territoire, où là, il y avait vraiment des obligations d'embauche et des obligations d'investissement, on n'est pas tout à fait sur la même formule. On est plus sur l'investissement. Au niveau des emplois, on est sur un contrat moral. Voilà, mais par contre, sur l'investissement matériel, en effet, on est sur un contrat officiel, voilà, de validité des… Mais sur… voilà. Voilà, ce ne sont pas des compensations, c'est plus… Oui, c'est un contrat. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, pour nos deux industriels qui ont pris le temps de venir nous faire vos retours d'expérience, c'était très enrichissant. Et il y a plusieurs personnes dans le chat qui vous remercient et qui trouvent que vous avez des très beaux projets. Merci de nous avoir fait intervenir. Et puis bon courage à ceux qui ont des projets comme nous, parce que et puis je pense qu'il faut y croire, il faut bosser. Et puis je pense qu'il y a un bon avenir qui va arriver pour tout le monde. Voilà, il faut garder le cap quand on est industriel, regarder sur le long terme, mais c'est vrai que c'est bien de se sentir accompagné, et c'est important, parce qu'on est souvent un peu seul, et donc c'est important de se sentir accompagné. Moi aussi, comme disait Gauthier, je n'étais pas à la recherche de subventions, j'ai jamais fait ça dans ma vie auparavant, et c'est bien de se sentir accompagné dans ces périodes difficiles. Merci à tous. Bon, merci à vous. Justement, on va laisser maintenant la parole à Madame de Fréminville de l'ADEME qui va nous présenter encore une fois des dispositifs d'accompagnement qui peuvent exister pour nos entreprises. Merci. Hop. Je mets en gant. Bonjour à tous, Hermine de Fréminville de l'ADEME Hauts-de-France. Je tiens vraiment à saluer nos deux entrepreneurs qui viennent de témoigner et qui montrent déjà beaucoup de courage et une prise de risque quand même
notable dans un moment où on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois, 6 mois ou même 1 an. Parce que, OK, il y a des aides, mais bon, vous le savez bien, on monte à quoi? 20, 30, peut-être parfois 40%, mais il faut quand même que l'entreprise puisse investir. Et j'appuie aussi sur le fait que dans ce cadre du plan de relance, on est vraiment sur des projets hyper matures. Ça a été répété plusieurs fois, mais voilà, on ne peut pas, dans ce cadre d'un plan de relance, sortir un projet de son chapeau comme ça. Il faut quand même l'avoir travaillé avant cette fameuse pandémie. Moi, je vais essentiellement vous parler d'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, hein. C'est vraiment l'axe de travail de l'ADEME. Là, vous avez pu voir un gros panel d'aide sur différentes thématiques autour de l'entreprise. Nous, à l'ADEME, on s'occupe, entre autres, mais dans le cadre de ce plan de relance, essentiellement de baisse des gaz à effet de serre, baisse de la consommation d'énergie et donc financière, et puis pourquoi pas production d'énergie nouvelle et renouvelable. Je ne vous refais pas le tableau des petites, moyennes et grandes entreprises au sens européen, mais voilà, toutes les aides de l'État sont bien axées sur ces critères-là. Il faut bien en prendre connaissance. Concernant une vision globale pour les grandes entreprises et dans le secteur notamment industriel, nous avons un premier panel pour des projets qui contribuent vraiment à baisser ces émissions de gaz à effet de serre. Un premier appel à projet qui a déjà été lancé en octobre, mais qui va être relancé d'ici début mai, et qui va s'appeler Décarb IND, décarbonation pour l'industrie, bien sûr. Donc ça, c'est un appel à projet qui est géré par l'ADEME, mais sous couvert de la DGE et de la DGEC. Et cela concerne des investissements supérieurs à 3 millions d'euros. Je le détaillerai un petit peu plus après. Pour répondre aux industriels qui, eux aussi, ont des projets d'efficacité énergétique, l'État a créé un guichet qui s'appelle le guichet ASP, et ça concerne pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros. Là, vous verrez, c'est un guichet, donc il y a vraiment des actions spécifiques. Il y a une liste d'équipements qui sont éligibles. On ne peut pas se planter, soit on rentre vraiment dedans, on fait la demande, soit on est hors du coup. Bien entendu, là aussi, on est sur 30% parce que là, on parle des grandes entreprises, mais on a toujours cette ventilation de 30 à 50% selon que l'on soit petite, moyenne ou grande entreprise. Nous avons aussi un appel à projet en cours qui est, c'est vraiment un appel à projet historique de l'ADEME, c'est le BCIAT, c'est tout ce qui est subvention pour les chaufferies biomasse. Donc biomasse au sein d'un industriel. On a déjà quatre beaux projets là, à l'appel à projet de 2020. Donc, c'est tout à fait envisageable. On a des industriels qui passent à la biomasse, il faut le savoir. Et puis aussi en cours, l'appel à projet énergie CSR, combustible solide de récupération. Ça, c'est un axe nouveau à l'ADEME, donc il est sorti là dans le cadre du plan de relance. Ça, ce sont vraiment les 4 grandes bases pour le monde industriel dans le cadre du plan de relance, c'est-à-dire 2021, mi-2022 et jusqu'à épuisement des fonds. Il faut savoir que si vous avez un projet d'efficacité énergétique, fin 2022, c'est fini, il n'y aura plus d'aide. Ce ne sont pas des actions que porte l'ADEME. L'ADEME, essentiellement, travaille sur la chaleur renouvelable et non pas sur l'efficacité énergétique pure. Donc, au-delà de ces appels à projets en cours, bien sûr, nous continuons nos dispositifs habituels que sont le fonds chaleur de l'ADEME, donc tout ce qui est récupération de chaleur fatale, le solaire thermique, la géothermie, biomasse, et puis les raccordements au réseau de chaleur. Et à cela s'ajoute, ce n'est pas du cumul, mais on peut y associer les certificats d'économie d'énergie, soit avec le fonds chaleur, soit on peut les associer aux appels à projets du plan de relance.
à savoir que si on répond à un appel à projet plan de relance, France Relance, donc, on ne peut pas faire une demande dans le cadre des fonds européens, FEDER, Innovation Fund, etc. Ça, ce n'est pas cumulable, dans le sens où dans le plan de relance, on a aussi déjà des fonds Europe. Par contre, dans nos dispositifs habituels, comme le fonds chaleur, on peut y ajouter du FEDER ou d'autres fonds européens. Pour ce qui est une vision globale pour les moyennes entreprises, hein, donc en dessous de 250 salariés, nous avons toujours ce fameux guichet ASP pour des projets inférieurs à 3 millions d'euros. Donc là, c'est pareil, aide à l'achat sur des opérations bien spécifiques. La liste est disponible sur leur site. On va de 40 pour une moyenne entreprise à 50% pour les petites entreprises. Nous avons une nouvelle plateforme, là, c'est géré par l'ADEME, qui est en ligne depuis une dizaine de jours et qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME. Là, c'est aussi un guichet où vous retrouverez des actions bien spécifiques. Je le détaillerai un peu plus dans les slides suivants. Ce qu'il ne faut pas oublier, et on est plutôt toujours à la recherche d'éventuelles subventions, mais n'oublions pas tout ce qui est crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. Hein. Et ça, c'est vraiment à destination des locaux à usage tertiaire, tout ce qui est bureau, entrepôt, commerce. On n'est plus dans le milieu industriel, hein. C'est vraiment à usage tertiaire. Et puis, différents prêts. Il y a le prêt vert de l'ADEME et le prêt économie d'énergie. J'en reparle juste après. Et là, c'est géré par la BPI. Comme d'habitude, pour les petites et moyennes entreprises, le fonds chaleur existe aussi. Et les C2E sont aussi d'actualité. Concernant le futur appel à projet décarbonation de l'industrie, on est en train de finaliser le cahier des charges, mais il va ressembler sensiblement à celui de 2020, à savoir, on est sur du process industriel pur, d'efficacité énergétique, et on intègre cette année, donc là, quand il va sortir, on intègre tout ce qui est électrification des sites. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de moderniser l'appareil productif hein, des industriels en France. Certains encore tournent au charbon. Voilà, aujourd'hui, nous avons des aides dans le cadre du plan de relance pour passer à l'électricité. Donc, c'est une grande nouveauté. Et encore une fois, ça ne durera pas. Il faut savoir que fin 2022, tout ça se sera terminé. Ce que l'on vous demande, si vous avez un projet, bien entendu, on est sur des gros projets, il y a besoin d'instructions, de regarder ça ensemble. Avant tout dépôt, il faut vraiment nous contacter. Donc, vous avez Florine Noyon et moi-même qui sommes là pour vous venir en aide et regarder si votre solution est vraiment mature et si, évidemment, vous vous dirigez vers le meilleur guichet. Nous avons donc le guichet de l'ASP pour les projets inférieurs à 3 millions d'euros. C'est pour toutes les entreprises. Je ne vais pas le détailler, mais vous trouverez 3 grandes familles hein, d'équipements éligibles. Vous verrez, ce sont vraiment des fiches bien définies. Système informatique centralisé, par exemple, une PAC, donc à recompression mécanique vapeur. On a des capteurs de consommation énergétique. Enfin, voilà, c'est vraiment du matériel utile hein, dans le milieu industriel. Pour ceux qui s'y connaissent, ça leur parle très bien. C'est aussi, c'est aussi tout ce qui est récupération d'énergie, mais notamment pour utilisation sur le même process. Voilà, des choses qui n'étaient pas éligibles avant, qui rentrent vraiment dans un système d'aide bien défini aujourd'hui. Et donc, je peux vous garantir que ça peut intéresser énormément de process industriels. On reste toujours hein, sur les mêmes montants de système d'aide, de 30 à 50% d'aide sur l'achat de ces équipements. Concernant
Tremplin. Donc, cette fameuse plateforme qui a été mise, qui est ouverte en fait depuis une dizaine de jours. Donc là, nous nous adressons aux PME et TPE seulement. Ça ne va pas concerner, bien sûr, les grandes entreprises. Donc là, c'est un guichet aussi, vraiment une procédure très simplifiée. Vous le voyez, on va plus loin. On peut aider sur des études, des audits, sur l'isolation de locaux industriels. Isolation, ouais, on va jusque dans les combles, les toitures terrasses, tout ce qui est installation de LED notamment. Et bien sûr, il faut être sur les mêmes exigences que les certificats d'économie d'énergie, la ventilation, équipement froid, chauffage, etc. Mais en regardant les fiches, vous verrez aussi des aides pour les véhicules, des aides dans le cadre de l'éco-conception, aussi sur les déchets. Enfin voilà, ça peut être très large pour une entreprise. Il n'y a pas là que l'énergie dans Tremplin. Je vous invite fortement à consulter donc le site de l'ADEME, hein, c'est Agir pour la transition. Vous tapez Agir Tremplin ADEME, vous tomberez tout de suite sur une page où notamment il y a un fichier Word, je crois, où vous avez toute la liste des opérations éligibles. Il vous suffit pour cela de déposer le devis de ce que vous voulez, de l'équipement que vous souhaitez acheter, et il y a un calculateur qui vous donne le montant de l'aide qu'il vous sera accordé. Donc là, on est vraiment dans un procédé de massification, hein, pour des opérations quand même de plus petite envergure. Mais je vous invite fortement à les regarder parce qu'on va bien plus loin que l'énergie. Nous avons les crédits d'impôt pour la rénovation énergétique. Ça, c'est le service des impôts, hein, voilà, enfin, faut vraiment pas hésiter pour aller les lever. Là, on est plutôt dans les bâtiments à usage tertiaire, hein, bureaux, commerce, entrepôts. Bon, il y a une limite de 25 000 € par entreprise, mais c'est cumulable avec les C2E, encore une fois, et on est sur 3 grands postes, hein, sur l'isolation, le chauffage et la ventilation. Le montant d'aide est de 30% des dépenses. Voilà, il faut surtout pas... il faut les lever au maximum. Nous avons ensuite, je vous parlais de différents prêts. Ça, c'est vous retrouvez tous ces dispositifs sur le site de la BPI. L'ADEME a missionné, a demandé à la BPI notamment de diffuser le diagnostic Diag Ecoflux auprès des entreprises, qui vous permet de faire vraiment un gros bilan sur votre entreprise, sur tous les flux, hein, de votre site. Et à cela s'ajoute, pour ceux qui partent sur ce fameux Diag Ecoflux, des prêts spécifiques, ce qu'on appelle le prêt vert ADEME, qui sont tout de même très intéressants dans le cadre de passage à l'acte. J'ai mon écran qui s'est fermé. Non, c'est bon. Et voilà. Et puis enfin, le prêt économie d'énergie, hein. Donc là, on est surtout sur les équipements qui sont éligibles au C2E. Parfois, il y a quand même des gros investissements à travers les certificats d'économie d'énergie auprès des industriels. Donc, ce dispositif aussi géré par les BPI est vraiment très, très intéressant. On a des montants qui vont de 10 000 à 500 000 €, c'est pas négligeable. C'est simplement pour vous dire, voilà, il n'y a pas que les subventions, hein, bien entendu, il y a aussi des prêts sur lesquels vraiment ça vaut la peine de jeter un œil. 2 derniers appels à projets en cours, un qui est très spécifique, notamment pour les industriels qui mettent sur le marché des nouveaux produits. Donc, c'est l'appel à projet EETE. Pour des projets supérieurs à 250 000 €, c'est une aide au forfait de 100 000 €. C'est pour tout équipementier qui souhaite diffuser son équipement
mature, bien entendu. Attention, on n'est pas dans la R&D, on n'est pas sur un pilote, on est vraiment sur un équipement qui fonctionne bien. Et ça, c'est très nouveau aussi. Voilà, on aide à la commercialisation. Et enfin une aide l'éco-conception, éco-conception des produits. Donc, l'ADEME a mis en place tout un dispositif, un pack éco-conception qui va de la R&D à travers l'appel à projet Perfecto jusqu'à les études. On vous accompagne à travers une étude pour vraiment mettre en œuvre votre démarche d'éco-conception. Et puis, on va à la fin, bien sûr, vous accompagner pour les investissements autour de cette éco-conception que vous avez mis en place. Alors, voilà pour moi. Fin d'après-midi, après tous ces échanges, je peux comprendre que ça paraît fort complexe. Moi, je vous invite fortement, si j'ai regardé la liste, on est quand même assez nombreux aujourd'hui, j'en connais pas mal d'entre vous, mais si vous ne me connaissez pas, envoyez-moi un mail pour que je puisse vous entrer dans ma petite base contact, notamment pour vous envoyer les appels à projets lorsqu'ils sont lancés, que vous soyez au courant. Et puis des webinaires ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées. Et puis, on est toute une équipe à l'ADEME pour vous accompagner. Alors, il y a un truc très mal que je n'ai pas fait, j'ai totalement oublié parce que j'ai travaillé un peu tardivement, d'insérer dans nos appels à projets. Je n'ai pas parlé de l'appel à projet sur l'hydrogène, les écosystèmes territoriaux hydrogène qui sont aussi lancés depuis octobre. Et je vois que mon collègue est en ligne en plus. Robin Hamas, que vous pouvez contacter. Là, on est sur du réseau énergétique, bien entendu, mais voilà. Enfin, on a aussi une enveloppe très importante sur l'hydrogène pour créer des belles opérations entre industriels et collectivités, entre process industriels et mobilité. Donc, et pareil, il faut aussi contacter la direction régionale avant de vouloir déposer vos projets, pour que l'on puisse vous accompagner à la bonne rédaction. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai quelques questions dans le chat pour vous suite à votre intervention. La première question qui demande si ces aides peuvent être obtenues pour des nouveaux sites non encore construits. Alors, il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher parce que j'ai 2 projets comme ça en cours. Création, oui, c'est tout à fait envisageable. Par contre, forcément, on partira sur une solution de référence pour l'enlever de l'assiette éligible, mais ça ne sera pas 0, oui. Mais il faut que ICPE, etc., que voilà, tout soit quand même au vert pour qu'on puisse être dans les clous. Alors, sachez que lorsque vous conventionnez sur un appel à projet de l'ADEME, c'est appel à projet DGE et DGEC, de l'État, vous avez 36 mois pour lancer votre opération. Bien entendu, on se fait fort de regarder la maturité du projet parce qu'il est hors de question que l'on rende cet argent. Sachez que quand on conventionne et puis l'opération ne se fait pas, on le rend cet argent, on le rend à l'État et on ne peut pas le redistribuer à une autre entreprise. Donc, ce serait fortement dommage. Mais oui, on peut aider une création si ce n'est pas dans 4 ans. D'accord. On me demande aussi si pour les entreprises CEMOP ou SAS, est-ce qu'elles sont considérées comme entreprises PME au regard de la définition européenne, même si elles sont rattachées à un grand groupe, ou est-ce qu'elles sont considérées comme une grosse entreprise vu qu'elles sont rattachées à un grand groupe À mon avis, c'est à vérifier, elles doivent être grandes entreprises. D'accord. Mais ça, c'est pareil, un petit mail et on vérifie auprès de notre responsable juridique. Ensuite, j'ai plusieurs questions sur l'appel à projet CSR. On me demande s'il y a des candidats déjà actuellement sur cet appel à projet. Oui. Et le montant de l'investissement, s'il est plafonné. Non. Les investissements ne sont pas plafonnés. Vous savez, on a en cours des opérations à plus de 45 millions d'euros.
Non, non, c'est pas plafonné, mais bien sûr, hein, les aides sont plafonnées. On regarde ça, évidemment, le plafond européen. Enfin, voilà, on a tous les critères d'analyse financière pour… Vous savez, quand on a une entreprise, on a toujours le problème de la distorsion de concurrence. Donc, on fait attention à tout ça. Mais non, non, c'est… Vous pouvez vous pouvez avoir un projet à 200 millions d'euros. On vous donnera qu'1 million, mais bon, tant pis. Et du coup, justement, la question d'après, c'était la subvention maximum. Du coup, c'est alors c'était pour les CSR. On va remonter, je crois qu'on est à 45. 45% du coût d'investissement plus le surcoût des combustibles sur 15 ans. Alors 45%, on est bien sur un montant d'aide maximum. D'accord. Et là, je vous invite à contacter Marie Tison de l'ADEME, marie.tison, tison@adem.fr. Ensuite, j'ai une question plutôt sur l'appel à projet décarbonation de l'entreprise, où on me demande s'il y a une réduction de gaz à effet de serre pour être éligible. Et, ça doit être quoi la réduction de gaz à effet de serre pour être éligible à cet appel à projet? Écoutez, alors ça c'est une bonne question. On n'a pas mis un taux minimum, si vous voulez. On le voit dans dans l'intérêt du projet et sa maturité. Si on voit qu'il y a une baisse effective de consommation énergétique, on peut avoir une baisse effective de conso énergétique sans forcément de baisse de CO2. Mais bon, on est bien sur l'efficacité énergétique et ou une baisse des GES. Vous savez, les projets industriels, ça reste de la dentelle, hein. C'est ce que je dis souvent, et chaque cas est très particulier. C'est pourquoi, quand on commence à travailler sur des très gros projets, il vaut mieux nous contacter pour qu'on en discute ensemble. Et puis, on apprend tous en avançant. Avec cet appel à projet, on a vu émerger d'autres projets sur le territoire national qui aussi peuvent nous donner certains échos et dire, ben voilà, là, on a pu le faire là-bas, donc avec vous, ce sera envisageable. Une dernière question me demande si un projet monté par l'intermédiaire d'une SCI est éligible. Je pense. Il faut un SIRET pour toute demande d'aide. Non? Il faut un SIRET, c'est sûr. Sur les appels à projets territoire ou sur les appels à projets, ça ne sera pas éligible, par exemple. Mais après, sur les autres appels à projets, je ne sais pas. Je pense que ça a vérifié dans le règlement d'intervention. Mais pour l'appel à projet territoire, c'est sûr que non, pour répondre à la question SCI. Après, côté ADEME, je ne sais pas. Oui, pareil pour les appels à projets nationaux, automobiles, aéronautiques, etc. De la même façon, les SCI ne sont pas éligibles. Bon, je suis désolée, ça ne doit pas être éligible alors, du coup à l'ADEME puisque c'est de l'aide de l'État. En fait, oui, il faut un numéro de SIRET de toute façon et puis que l'entreprise soit tout de même en bonne santé financière. Et aussi, un point important que j'ai oublié de partager, c'est notamment pour l'hydrogène, c'est fort regardé, mais aussi sur des carbes. C'est un plan de relance pour la France. Donc, l'État nous demande quand même à ce que les achats d'équipements soient français. Donc ça, c'est tout de même un point particulier auquel, alors si vraiment c'est pas possible parce que cette boîte travaille toujours avec tel équipementier en Espagne parce que eux ont la bonne façon de faire, ça peut s'argumenter, on peut l'entendre sur décarbonation. Par contre, sur hydrogène, il faut vraiment des équipements français. Ils sont très, très attentifs à ça, ce qui est compréhensible. On est dans un plan de relance national, il faut que ça puisse aider tout le monde. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Plus de questions? En tout cas, dans le chat, il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame de Fréminville. Et puis, je vais rendre la parole à ma collègue Louise. Oui, merci Marlène. Merci Madame pour cette intervention. Merci à tous nos participants et encore plus à nos intervenants du jour. Vous pouvez retrouver toutes les actualités des S3 pays sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet.
Vous pouvez bien sûr retrouver dès demain le replay du webinaire ainsi que toutes les présentations de nos intervenants. N'hésitez pas, s'il vous reste des questions que vous n'avez pas encore posées ou si vous voulez être mis en contact, vous pouvez revenir vers nous sans problème. Et voilà, je vous invite à venir vous abonner sur nos différents réseaux, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter ou YouTube, ou aller faire un tour sur nos sites internet respectifs, donc du S3PI Côte d'Opale Flandre, du S3PI Artois et du S3PI Hainaut Cambrésis Douaisis. Et voilà. Donc je clôture ce webinaire et j'espère qu'il aura été instructif et enrichissant. Merci à tous. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci.